Bienvenue. Aujourd'hui, nous allons parler de la méthodologie utilisée dans la 3e édition des lignes directrices de traitement de la Fédération mondiale de l'hémophilie et ces diapositives couvriront le chapitre 12 qui décrit cette méthodologie. Les lignes directrices de la FMH pour la prise en charge de l'hémophilie ont été publiées dans la revue Hémophilia en 2020 et peuvent être téléchargées gratuitement sur le site internet de la FMH. Ma seule déclaration d'intérêt est que EBQ Consulting a été engagé par la FMH pour travailler comme consultant dans l'élaboration de ces lignes directrices. Cette diapositive énumère les co-auteurs et toutes nos affiliations institutionnelles. Ces auteurs sont Sandra Zellman-Lewis, Donna Coffin, Lucy T. Henry, Sonia O'Hara, Thomas G. Schofield, Maura Sostak, Debbie Ham, Mélanie Golob, Fiona Robinson, Mark Brooker, Vincent Dumez, Glenn Pierce et Alok Shrivastava. Cette 3e édition fait évoluer les directives pour les rendre conformes aux normes internationales actuelles. En raison des nombreuses limitations de la base de données probante, les analyses quantitatives n'étaient pas réalisables. Le processus de déclaration consensuelle fiable, TCBS, a été utilisé pour assurer la rigueur méthodologique, ce qui a permis de formuler des recommandations fiables et impartiales fondées sur des données probantes et intégrant l'expertise des membres du panel. Le processus TCBS repose sur 5 piliers importants, à commencer par un groupe d'experts soigneusement constitués, représentant toutes les perspectives des parties prenantes, y compris les personnes atteintes d'hémophilie ou les parents de personnes atteintes d'hémophilie. L'examen systématique et complet des données probantes est suivi d'une approche Delphi modifiée pour obtenir un consensus du groupe sur les recommandations soigneusement élaborées. Cette approche est conçue pour réduire le biais d'interaction entre les groupes, la transparence des méthodes et des données, ainsi qu'un processus d'examen rigoureux permettent de produire des lignes directrices fiables et dignes de confiance. Le premier de ces principes exige un panel bien composé d'experts en contenu, de représentants des patients et d'experts en élaboration de lignes directrices. Le groupe de travail sur le processus d'élaboration des lignes directrices de la FMH a assuré la supervision du projet, établi des règles de gouvernance a priori pour la technique Delphi modifiée et des objectifs en matière de conflit d'intérêts. Le vaste panel a été structuré de manière à inclure de multiples spécialités médicales et disciplines de soins de santé, une large représentation des personnes atteintes d'hémophilie et une diversité globale en termes de géographie, de démographie et de contexte socio-économique. Il y avait des responsables du contenu général et des responsables de panel pour chaque chapitre qui ont aidé à identifier les questions cliniques importantes à aborder dans ces directives et à s'assurer que les voix des représentants des patients étaient toujours entendues. Tous les panélistes ont participé à chaque étape, notamment en contribuant aux différentes versions des manuscrits. Toutes les séances de formation ont souligné l'importance de l'expertise
et des perspectives de chaque panéliste, y compris les personnes atteintes d'hémophilie et leurs représentants. Un facilitateur partenaire patient a été chargé de guider et de soutenir ces panélistes tout au long du processus. Tous les fonds ont été fournis par la Fédération mondiale de l'hémophilie. Des bibliothécaires médicaux, des examinateurs, des méthodologistes et des analystes de données expérimentés ont effectué la revue systématique de la littérature pour tous les chapitres, à l'exception des principes de soins, qui préconisent des objectifs de traitement idéaux. Des sujets spécifiques tels que les procédures dentaires, les interventions chirurgicales et autres procédures invasives, ainsi que les évaluations génétiques, ont été spécifiquement ciblés dans les analyses de preuves. Les critères de recherche étaient axés sur l'hémophilie A ou B, sans exclusion fondée sur le sexe, l'âge, la géographie ou le milieu de soins. Entre le milieu et la fin de l'année 2019, 4 grandes bases de données documentaires ont été consultées, remontant à la première décennie de ce siècle. Une équipe de 15 méthodologistes et analystes de données ont extrait les données pertinentes de toutes les études incluses dans les tableaux de preuves. Comme le volume et la qualité des données de recherche sur l'hémophilie ne permettaient pas d'effectuer des analyses quantitatives, aucune évaluation critique de la qualité des études individuelles n'a été effectuée et aucune note n'a été attribuée. Par souci de transparence, toutes les recommandations ont été marquées pour indiquer qu'elles étaient fondées sur un consensus. Un consensus a été obtenu sur les recommandations rédigées grâce à un processus Delphi modifié, régi par des règles établies à l'avance. Jusqu'à 3 tours d'enquête ont été autorisés pour parvenir à un consensus. Le taux de réponse minimal a été fixé à 75% des panélistes éligibles pour chaque tour. Le seuil minimum pour atteindre un consensus était fixé à 80% des répondants, indiquant un accord ou un fort accord. Les déclarations qui ont fait l'objet d'un consensus lors du premier ou du deuxième tour n'ont pas été soumises au tour suivant et aucun rapport minoritaire n'a été autorisé. Lorsque le consensus n'était pas atteint après 3 tours, un appel à la recherche future était lancé au lieu d'une recommandation. Les personnes atteintes d'hémophilie et les soignants étaient autorisés à se retirer lorsqu'ils estimaient que la recommandation spécifique dépassait leur niveau de confort en fonction de leur expérience. Cela s'est produit dans 15% des recommandations. Certaines recommandations comprennent des remarques portant sur des détails spécifiques ou les préférences des patients. Ces remarques sont considérées comme faisant partie intégrante de la recommandation et devraient toujours être incluses, même lorsqu'elles sont rendues calculables ou dans la conception de ressources d'aide à la décision clinique. Les manuscrits finaux ont fait l'objet d'un examen approfondi par des leaders d'opinion clés, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la FMH, garantissant ainsi une perspective globale. Ces lignes directrices ont reçu l'aval de la Asian Pacific Society on Thrombosis and Hemostasis, du Consortium européen de l'hémophilie et de la National Hemophilia Foundation des États-Unis. Comme c'est souvent le cas lors de l'élaboration de lignes directrices, des ajustements et des compromis pragmatiques ont été nécessaires pour fournir les meilleures orientations possibles. L'examen des conflits d'intérêts a été quelque peu limité. De vastes discussions sur la portée ont permis de définir les éléments de recherche et certaines dates de recherche ne chevauchaient pas les dates de recherche de l'édition précédente.
En général, les études rétrospectives ont été exclues. D'autres limites pragmatiques ont été imposées. Les doubles filtrages ou extractions, les évaluations de la qualité des études et les évaluations de la faisabilité des analyses quantitatives n'ont pas été effectuées. Cependant, ces ajouts représentent un progrès considérable en termes de contenu et de qualité méthodologique, conformément aux normes internationales actuelles pour l'élaboration de lignes directrices selon l'approche TCBS. Au fur et à mesure de l'évolution des résultats de la recherche, ces directives deviendront des lignes directrices vivantes, actualisées en fonction des nouvelles connaissances et des progrès de la rigueur méthodologique. Ces lignes directrices sont destinées à un large public de professionnels de la santé, de personnes vivant avec l'hémophilie, d'organismes de santé et de défenseurs des droits dans le monde entier. Il s'agit de recommandations dignes de confiance, fiables, fondées sur des données probantes et dirigées par des experts qui visent à informer et à habiliter toutes les parties prenantes afin d'améliorer le partage des décisions et des traitements. Il n'y a eu aucune source de financement externe ni d'influence. Nous tenons à remercier l'Alliance de l'hémophilie pour son soutien dans l'élaboration de cette présentation.